J'ai tué mon beau-père ce soir-là, pas avec un couteau ou un poison, mais avec des mots que j'ai gravés dans son âme comme des lames rouillées. Il gisait là, effondré sur le carrelage froid de la villa, ses yeux exorbités fixant le vide, tandis que sa femme ma mère hurlait un silence qui résonnait plus fort que n'importe quel cri. Et moi? J'ai ri, pour la première fois depuis des années, parce que la vengeance n'est pas un acte impulsif, c'est une symphonie lente, composée note à note dans les abysses de la trahison. Ces vacances en Provence, que j'avais financées jusqu'au dernier centime avec l'héritage de mon père mort trop tôt, étaient censées être un pont fragile vers une famille unie. Au lieu de cela, elles ont été le théâtre d'une humiliation si viscérale que j'en ai senti le goût âcre du sang dans ma bouche, comme si j'avais mordu ma propre langue pour ne pas hurler trop tôt. Imaginez, une jeune femme de 30 ans, architecte accomplie à Paris, qui paie pour 10 jours de luxe provençal pour sa mère, son beau-père et ses 2 demi-frères ingrats, et qui se voit reléguée au rôle de la domestique invisible, forcée de dormir dans un réduit exigu avec des adolescents qui la traitent comme une intruse dans sa propre vie. La lumière du soleil provençal filtrait à travers les volets mi-clos de la chambre d'hôtel à Saint-Tropez, peignant des rayures dorées sur le parquet usé. J'ouvris les yeux, le cœur encore alourdi par le voyage en train depuis Paris, ce TGV qui m'avait bercé d'un faux espoir de renaissance familiale. J'étais Élise Moreau, 32 ans, et pour la première fois depuis la mort de mon père, j'avais osé inviter ma mère et sa nouvelle famille dans ce cocon de luxe que j'avais réservé de mes propres deniers. 10 000 euros, économisés sou après sou sur mes nuits blanches à dessiner des plans pour des clients exigeants. Pour eux. Pour nous. Je m'étirais, sentant la fraîcheur des draps en lin contre ma peau, quand un bruit de pas lourd dans le couloir me fit sursauter. La porte s'ouvrit à la volée, et là se tenait mon beau-père, Henri, avec son sourire carnassier et sa bedaine proéminente tendant le tissu de sa chemise hawaïenne. Derrière lui, mes 2 demi-frères, Lucas et Théo, 16 et 14 ans, mâchaient bruyamment des chewing-gums, leurs yeux rivés sur leur téléphone comme si le monde réel n'existait pas. Élise, ma chérie, grogna Henri d'une voix pâteuse, encore imprégnée de l'odeur du pastis de la veille. On a un petit problème avec les chambres. Le réceptionniste s'est trompé. Il n'y a que 3 lits pour 5 personnes. Ta mère et moi, on prend la suite parentale, bien sûr. Les garçons iront dans la chambre double. Et toi? Eh bien, tu partageras avec eux. C'est provisoire, hein? Juste pour ces vacances. Je me redressai d'un bond, le drap serré contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Partager? Henri, j'ai réservé 2 chambres triples. J'ai payé pour ça. Pour que tout le monde ait son espace. Il haussa les épaules, un geste si désinvolte qu'il me frappa comme une gifle. Écoute, c'est la Côte d'Azur en juillet. Tout est blindé. Et puis, tu es une grande fille, non? Tu vas pas faire d'histoire pour un lit superposé. Les garçons sont polis, ils te laisseront la place du bas. Lucas ricana sans lever les yeux de son écran. Ouais, tant qu'elle ronfle pas comme un tracteur. Théo gloussa en écho, et ma mère, qui venait d'entrer, posa une main apaisante sur l'épaule d'Henri, ses yeux évitant les miens. Élise, sois raisonnable. C'est des vacances, pas une crise diplomatique. Raisonnable. Ce mot me brûla la gorge comme de l'acide. Raisonnable, c'est ce que j'avais été pendant 8 ans, depuis que ma mère avait épousé Henri, 2 ans après l'accident de voiture qui avait emporté mon père. J'avais mis de côté ma rancune pour elle, envoyé des chèques pour les études des garçons, organisé des dîners tendus où je faisais semblant de rire à leurs blagues grasses. Et maintenant, ça? Relégué au rôle de la sœur aînée indésirable, forcé de dormir dans une chambre étouffante avec 2 adolescents qui me voyaient comme une bancoma sur pattes. Je serrai les dents, forçant un sourire qui me coûta plus que n'importe quel projet architectural avorté. D'accord. Provisoire. Mais au fond de moi, une étincelle s'alluma, minuscule, presque imperceptible. Celle qui dit, pas pour longtemps. Le petit déjeuner sur la terrasse de l'hôtel fut un simulacre de joie familiale. Les garçons engloutissaient des croissants beurrés, éclaboussant de miettes la nappe immaculée, tandis qu'Henri commandait un 2e café, sa main possessive sur la cuisse de ma mère. Elle, avec ses cheveux teints en blond platine et son maquillage impeccable, rayonnait d'une fausse béatitude. Regarde-moi ça, Élise. La mer est si bleue. Tu as bien fait de nous emmener ici. Je n'ai pas bien fait pensai-je en mordant dans une pêche juteuse, le jus coulant sur mes doigts comme des larmes retenues. J'ai payé. J'ai tout payé. Mais je hochai la tête, parce que c'est ce que font les filles raisonnables.
On avale les épines pour que les roses paraissent plus belles. La matinée se déroula en une procession de plages bondées et de glace fondante. Henri insistait pour des selfies incessants, son bras autour de ma mère, les garçons faisant des grimaces obscènes derrière. Moi, en retrait, je photographiais les pins parasols et les villas ocres, capturant des fragments de beauté que je savais éphémères. À midi, alors que nous déjeunions dans une calanque isolée, Lucas renversa son soda sur mon sac à main en cuir, un cadeau de mon premier gros contrat. Oups, marmonna-t-il, sans un soupçon de regret. Henri rit. Les gosses, hein? Passe-lui un chiffon, Élise. Je nettoyais en silence, sentant la tache s'incruster comme une marque indélébile. Ma mère me lança un regard suppliant, ne fais pas d'esclandre. Et je ne le fis pas. Pas encore. L'après-midi, nous visitâmes un marché provençal à proximité, où les étals débordaient d'olives noires luisantes, de lavande séchée et de fromage crémeux. Henri flânait, achetant des babioles pour les garçons, un couteau provençal pour Lucas, un bracelet en cuir pour Théo sans jamais consulter mon portefeuille, pourtant si généreusement ouvert. Moi, je m'achetais une branche de romarin, froissant ses feuilles entre mes doigts pour inhaler son arôme piquant, un rappel de la terre ferme sous la superficialité. Le soir venu, la chambre devint mon enfer personnel. L'air conditionné bourdonnait comme un essaim d'abeilles enragées, et les lits superposés grinçaient à chaque mouvement. Lucas s'étala sur le lit du bas, son téléphone illuminant son visage d'une lueur bleutée, diffusant des vidéos idiotes jusqu'à minuit. Théo, en haut, ronflait déjà, ses pieds ballottant près de ma tête. J'essayais de dormir, recroquevillé sur le bord du matelas, mais chaque craquement me rappelait ma place, l'invité superflu, la payeuse anonyme. À 2 heures du matin, je me levai, pieds nus sur le sol froid, et sortis sur le balcon minuscule. La mer Méditerranée scintillait sous la lune, un tapis d'argent infini. Je pensais à mon père, à ses yeux verts qui riaient toujours, à ses promesses de voyage qu'il n'avait jamais tenues. « Protège-toi, ma petite » avait-il dit avant l'accident. Et je n'avais pas écouté. Pas jusqu'à maintenant. Le lendemain, la routine s'installa comme une gangrène. Henri décida d'une excursion en bateau vers les îles de l'Airain, un caprice qu'il lança comme une évidence. « Élise, tu paies, hein? C'est pour la famille. » Bien sûr. Je sortis ma carte, sentant le vide grandir en moi à chaque bip de validation. Sur le bateau, ballottés par les vagues, les garçons sautaient par-dessus bord pour nager, éclaboussant ma mère qui riait aux éclats. Henri, une bière à la main, me tapa sur l'épaule. « T'es une bonne petite, Élise. Sans toi, on serait encore à gratter les murs à Lyon. » Bonne petite. Ces mots me transpercèrent. J'étais Élise Moreau, pas une petite. J'avais un appartement haussmannien à Paris, des clients qui me suppliaient pour mes designs minimalistes. Mais ici, j'étais la vache à lait, la mule de somme familiale. Ce soir-là, dans la chambre étouffante, Lucas alluma une cigarette en cachette, la fumée âcre envahissant l'espace confiné. « Éteins ça » murmurai-je, toussant. Il me toisa, exhalant une bouffée droit sur mon visage. « T'es pas ma mère. Dégage. » Théo rit dans son sommeil agité. Je sortis en trombe, le cœur battant, et descendis au bar de l'hôtel. Un verre de rosé, puis un deuxième. L'alcool réchauffa mes veines, dissolvant la rage en une résolution froide. C'est là que l'idée germa, fragile comme une graine dans le désert, je ne les quitterai pas tout de suite. Pas sans leur laisser un souvenir. Une vengeance qui rongerait leur nuit, qui transformerait ces vacances en cauchemars sucrés. Car la vraie douleur n'est pas physique, elle est dans l'âme, quand on réalise que l'on a tout perdu sans même s'en apercevoir. Les jours suivants s'étirèrent en une toile d'araignée de faux-semblants, chaque filament plus serré que le précédent. Nous passions les matinées à paresser sur la plage de Pamplonne, où le sable fin collait à la peau comme une seconde couche de mensonge. Henri s'installait sous un parasol payé de mes fonds, commandant des clubs sandwich et des jus de fruits frais sans un merci. Ma mère, en bikini de pièces qui jurait avec ses formes généreuses, lisait des romans à l'eau de rose, ignorant les regards lubriques que les garçons en ont, mes demi-frères jetaient aux passantes. Lucas, avec son corps d'adolescent maigrelet et ses tatouages amateurs sur les bras, draguait des filles plus âgées, se pavanant comme un coq de basse-cour. Théo, plus timide, filmait tout avec son drone, capturant des moments que je savais destinés à Instagram, sans jamais m'inclure dans le cadre. « Élise, passe-moi de la crème solaire » lança Henri un matin, son ton impérieux comme s'il réclamait un décret royal. Je m'exécutai, étalant la lotion sur son dos rougi,
sentant la graisse molle sous mes paumes. T'es doué avec tes mains, ricana Théil. Ça doit servir pour tes plans foireux d'architecte. Ma mère rit nerveusement, un gloussement forcé qui me noua l'estomac. Elle savait. Elle savait que Henri méprisait mon métier, qu'il le qualifiait de jouet pour bobo parisien, mais elle choisissait le silence, le confort de son mari bedonnant contre la loyauté envers sa fille unique. Les après-midi étaient pires, randonnée forcée dans les collines arides de l'Estérel, où la chaleur cognait comme un marteau sur l'enclume de ma patience. Les garçons traînaient des pieds, se plaignant de la soif, et Henri s'arrêtait toutes les demi-heures pour fumer une cigarette, laissant ma mère et moi attendre en sueur. « Pourquoi tu les as emmenés ?» me demanda-t-elle un jour, essoufflée, alors que nous gravissions un sentier rocailleux. « Pour nous rapprocher, répondis-je, la voix rauque. Pour que tu vois ce que tu as abandonné. » Elle baissa les yeux, tripotant son alliance. Henri n'est pas parfait, mais il m'aime. Toi, tu es si indépendante. Ça fait peur. Peur. Ce mot résonna en moi comme un écho distant. Peur de quoi? De la solitude que j'avais choisie? De l'héritage de mon père, ses dessins jaunis dans mon atelier, ses voyages rêvés en Italie qu'il m'avait légués en esprit? Non, c'était elle qui avait peur, peur de l'affrontement, peur de choisir. Le soir, la chambre devenait un tribunal intime. Lucas rentrait tard, imprégné d'odeurs de sel et de sueur adolescente, jetant ses vêtements humides sur mon lit. « Déplace-toi » grognait-il quand je protestais. Théo, lui, monopolisait la salle de bain pendant 1 heure, laissant l'eau couler en cascade inutile. Je m'enfermais dans les toilettes minuscules, fixant mon reflet dans le miroir fêlé, yeux cernés, lèvres pincées, une étrangère dans mon propre corps. C'est là que je commençais mon journal secret, griffonnant sur le dos d'une brochure touristique, jour 3, il me vole mon argent, mon espace, mon âme. Mais bientôt, je reprendrai tout, pièce par pièce. La vengeance prit forme lors d'une soirée au casino de Cannes, une escapade que Henri avait imposée comme un trophée. On va se faire une toile, hein? Élise Pélentré. Le trajet en taxi fut un calvaire, les garçons se disputant la musique, Henri ronflant contre l'épaule de ma mère. À l'intérieur, sous les lustres étincelants et le bourdonnement des machines à sous, je les observais comme un entomologiste étudie des insectes. Henri perdit 500 € en 1 heure au blackjack, haussant les épaules, c'est les vacances. Les garçons, interdits de jeu, chapardaient des jetons sur les tables voisines, riant sous cape. Ma mère, nerveuse, misa 10 € sur le rouge et perdit. Je m'éclipsai au bar, commandant un gin tonic glacé. Un homme élégant, la quarantaine, m'aborda, vous avez l'air d'une tempête dans un verre d'eau. Je souris, le premier vrai sourire depuis l'arrivée. Et vous, d'un phare dans la brume. Nous parlâmes architecture, passion commune pour le Corbusier et les lignes épurées. Il s'appelait Julien, consultant en finance, et pour 1 heure, j'oubliais la laideur familiale. Mais quand je revins, Henri m'attendait, les bras croisés. Où t'étais? On rentre. Et demain, tu paies le dîner chez Tétou, ce resto mythique. Les truffes noires, ça coûte cher. Cette nuit-là, dans la chambre, alors que les ronflements des garçons emplissaient l'air vicié, je sortis mon téléphone et transférai discrètement 1 000 € de mon compte vers un fonds d'urgence personnel. Un petit pas. Mais chaque pas compte dans une danse macabre. Le lendemain, le dîner chez Tétou fut un festin de vanité. Les garçons dévorèrent des salades niçoises et des bouillabaisse, tachant leurs chemises de sauce tomate. Henri commanda le vin le plus cher, un Châteauneuf du Pape corsé, et porta un toast à Élise, notre bienfaitrice. Sans elle, on serait des miséreux. Les rires fusèrent, forcés, et ma mère me serra la main sous la table. Merci, ma chérie. Mais ses yeux trahissaient la culpabilité, un éclat fugace comme une étincelle dans la nuit. De retour à l'hôtel, la dispute éclata enfin. Lucas, ivre de soda et d'arrogance, vomit sur le tapis de la chambre. Nettoie, Élise ordonna Henri depuis le couloir. C'est pas à moi de le faire. Je m'agenouillai, épongeant la bile acide, les larmes brouillant ma vue. Théo marmonna, désolé, mais Lucas ricana, t'es faite pour ça, la boniche. C'est à cet instant que la graine germa en arbre vénéneux. Je me relevai, les mains tremblantes, et murmurai pour moi seul, vous paierez. Tous. Le lendemain matin, je commençai par les garçons, un appel anonyme à leur lycée à Lyon, signalant des problèmes de comportement avec des preuves fabriquées ou des captures d'écran de leurs posts vulgaires sur les réseaux.
Rien de grave, juste assez pour semer le doute. Puis, pour Henri, je contactai discrètement un vieil ami avocat, fouillant dans les ombres de son passé, dettes impayées, une faillite cachée. La Provence, avec ses champs de lavande violet et ses cyprès sentinelles, devint mon complice silencieux. Chaque promenade solitaire renforçait ma résolution. Julien m'envoya un message, « Reviens à Cannes. » Seul à seul? Je souris. Peut-être que la vengeance avait besoin d'un allié inattendu. Mais au fond, c'était ma mère qui me hantait. Elle, qui avait tout vu et rien dit. La lame la plus aiguisée serait pour elle, la vérité nue, crue, qui briserait son monde de cristal factice. La chaleur de la mi-journée provençale était un manteau étouffant, collant la soie de ma robe d'été à ma peau comme une promesse non tenue. Nous étions partis pour une visite du village perché de Ramatuelle, un labyrinthe de ruelles pavées et de façades ocres où les touristes se pressaient comme des abeilles autour d'un pot de miel. Henri menait la marche, son chapeau de paille de travers, distribuant des instructions comme un général en campagne. « Élise, prends les sacs. » Les garçons, regardez les boutiques de souvenirs. Chantal, reste près de moi. Ma mère, Chantal, hochait la tête, son bras glissé sous celui d'Henri, une marionnette au fils invisible. Je portais les sacs provisions du marché, bouteilles d'eau, chapeau superflu au sentant les sangles mordre mes épaules. Lucas et Théo s'égaillaient devant, achetant des cartes postales qu'ils jetteraient sans doute, ou des bonbons acidulés qu'ils mâchouilleraient bruyamment. À un moment, Lucas se tourna vers moi, un sourire narquois aux lèvres, et « Élise, t'as vu cette meuf là-bas? Elle est bonne. Tu devrais apprendre à te maquiller, toi. » Je serrai les dents, posant les sacs sur un muret ensoleillé. « Occupe-toi de tes affaires, Lucas. » Mais il s'approcha, trop près, son haleine sucrée envahissant mon espace. « T'es jalouse? Parce que personne te regarde, la vieille fille ?» Théo ricana depuis l'autre côté de la ruelle, et Henri, entendant l'altercation, intervint avec un claquement de langue, « Laisse-les tranquilles, Élise. Ce sont des gamins. » Gamins. À 16 et 14 ans, ils étaient déjà des copies conformes d'Henri, égoïstes, manipulateurs, nourris au sein d'une indulgence toxique. Ma mère posa une main sur mon bras, « Ne sois pas susceptible. C'est de l'humour. » Humour. Le mot me fit l'effet d'une piqûre de guêpe. J'arrachai mon bras, marchant plus vite, le cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier en cage. Le village offrait des vues époustouflantes sur la baie, des vignes en terrasse cascadant vers la mer comme des vagues figées. Je m'arrêtai à un belvédère, feignant d'admirer le paysage, mais en réalité, je composais mentalement la suite de mon plan. L'avocat avait répondu, des documents sur les dettes d'Henri, un prêt immobilier frauduleux datant de 10 ans. Rien d'illégal, juste assez pour le faire transpirer. Pour les garçons, j'avais escaladé, un email anonyme à leur coach de foot, alléguant du dopage avec des photos truquées de pilules. Petit à petit, les fissures apparaissaient. Ce soir-là, nous dînâmes dans une auberge rustique, les murs tapissés de photos jaunies de vendanges passées. Henri commanda un gigot d'agneau rôti aux herbes, arrosé d'un côte du Rhône robuste. Les garçons se goinfrèrent de frites maison, éclaboussant la table de ketchup. Ma mère picorait sa salade, ses yeux fuyants. « Tout va bien, Élise ?» demanda-t-elle enfin, sa voix un fil ténu. « Parfaitement, répondis-je, un sourire acéré comme une lame de rasoir. Sous la table, je serrai mon téléphone, où Julien m'avait écrit, dimanche soir, au Petit Nice. « Laisse-moi te montrer que la vie n'est pas que des chaînes. » J'hésitai, puis répondis, oui. J'en ai besoin. La nuit dans la chambre fut un supplice renouvelé. Théo avait invité un ami du village ou un gamin du coin rencontré sur la plage où il jouait à des jeux vidéo jusqu'à l'aube, les cris et les explosions virtuelles perçant mes tympans. Lucas, lui, rentra saoul d'une fête clandestine, trébuchant sur mes affaires. « Putain, Élise, range ton bordel » hurla-t-il. Je me levai, le poussant contre le mur. C'est ma chambre autant que la tienne. Et ses vacances, c'est mon argent. Il me fixa, les yeux injectés de sang. Ton argent? T'es qu'une coincée qui paie pour avoir l'air généreuse. Papa dit que t'es pathétique, toute seule à Paris avec tes crayons. Les mots me frappèrent comme des coups de poing, mais au lieu de reculer, je tins bon. Ton père ment. Comme il ment à tout le monde. Il cracha par terre et s'effondra sur son lit, marmonnant des insultes. Au petit matin, alors que le soleil se levait sur la mer, je sortis fumer une cigarette volée à Lucas au mon premier vice en disant.
La nicotine brûla ma gorge, mais elle clarifia mon esprit. La vengeance ne serait pas brutale, elle serait chirurgicale. Pour Henri, j'orchestrerai une confrontation avec ses créanciers, un appel anonyme les guidant vers notre hôtel. Pour les garçons, des rumeurs qui les isoleraient, les forçant à questionner leur bulle dorée. Et pour ma mère. Ah, pour elle, le coup de grâce, une lettre, des photos de l'époque où elle riait encore avec mon père, un rappel de ce qu'elle avait trahi. Les jours suivants accélérèrent le tempo. Une excursion en canoë sur la rivière Argent, où les garçons chahutèrent tant qu'Henri tomba à l'eau, trempant son portefeuille. Élise, prête-moi du cash pour un taxi, grogna-t-il, dégoulinant. Je payai, bien sûr, mais notai mentalement chaque euro comme une dette karmique. Julien devint mon encre secrète. Nos messages s'enchaînaient, discussions sur les courbes de Gaudi, les injustices du monde. Tu mérites mieux que cette farce familiale, écrivit-il. Et pour la première fois, je crus que c'était vrai. Le climax approchait lors d'une soirée dansante à l'hôtel, sous les étoiles provençales. Henri but trop, dansant collé serré avec ma mère, tandis que les garçons draguaient des serveuses. Je m'éclipsai, appelant l'avocat, envoyai les papiers. Demain. Puis, je rentrai dans la chambre, où Lucas m'attendait, un sourire mauvais. J'ai vu tes messages. T'as un mec? Pathétique. Il avait fouillé mon téléphone ou négligence fatale de ma part. La rage bouillonna, pure, incandescente. Et toi, tu fouilles les affaires des autres? Comme ton père vole la vie des siens. Il pâlit, mais riposta, ferme-la, ou je dis à tout le monde que t'es une ingrate. Ingrate. Le mot alluma la mèche. Je sortis, le cœur en feu, et composai le numéro des créanciers. Il est à l'hôtel Les Roches, suite 204. Payez-vous sur place. La ligne se tut, et je sus que la roue avait tourné. Cette nuit, je ne dormis pas. Les ronflements des garçons étaient une berceuse macabre, un rappel que le matin amènerait le chaos. Et moi, Élise Moreau, je serais la directrice d'orchestre. Le soleil se leva sur Saint-Tropez comme un juge impartial, ses rayons impitoyables révélant les fissures dans la façade familiale. Je m'habillai en silence dans la chambre, enfilant une chemise blanche impeccable, un pantalon lin fluide, armure pour la bataille à venir. Lucas et Théo dormaient encore, leurs visages angéliques contrastant avec la laideur de la veille. Je sortis, descendant vers le café de l'hôtel où Henri et ma mère prenaient déjà leur petit déjeuner. Il sirotait son espresso, elle picorait un yaourt aux figues, ignorant l'orage qui couvait. Bonjour, dis-je, m'asseyant avec grâce feinte. Henri leva les yeux, son sourire carnassier en place. Ah, Élise. Prête pour la journée? On va à Porquerolles aujourd'hui, ferry payé par toi, hein. Je hochai la tête, attendant. C'est alors que son téléphone sonna, un numéro inconnu. Il décrocha, et son visage se décomposa progressivement, passant du rose matinal au gris cendre. Quoi? Non, c'est une erreur. Attendez, je suis en vacances. Sa voix montait en crescendo, un mélange de panique et de fureur. Ma mère posa sa cuillère, alarmée. Henri? Qu'est-ce qui se passe? Il raccrocha, les mains tremblantes, et se tourna vers elle, ces salauds de la banque. Ils savent pour le prêt de 2008. Ils exigent un remboursement immédiat. Sinon, saisis. Elle blêmit. Mais comment? Tu m'avais dit que c'était réglé. Il la foudroya du regard. C'est elle, hurla-t-il, pointant un doigt accusateur vers moi. Élise. T'as fouiné, hein? T'as toujours été jalouse. Je bus une gorgée de café, le liquide chaud calmant mes nerfs. Jalouse? Non, Henri. Juste fatigué de payer pour tes mensonges. Les garçons arrivèrent à ce moment, ébouriffés, et captèrent l'essentiel. Lucas ricana d'abord, puis pâlit en voyant l'expression de son père. Papa? C'est quoi le problème? Henri explosa, le problème, c'est ta sœur. Elle nous ruine. Ma mère se tourna vers moi, les yeux emplis de larmes. Élise, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je la regardai droit dans les yeux, la voix ferme comme un verdict. C'est vrai, maman. J'ai appris pour ses dettes, ses tricheries. Et pour les garçons. Je marquai une pause, sortant mon téléphone. J'ai signalé leurs petites infractions. Le lycée c'est pour les vols à l'étalage, le foot pour les stéroïdes.
Rien de mortel, juste la vérité qu'il mérite. Théo éclata en sanglots, Lucas jura, et Henri bondit, renversant sa tasse. Espèce de vipère. Sors d'ici. On n'a plus besoin de ton fric empoisonné. Ma mère, déchirée, murmura, pourquoi, Élise? Pourquoi nous détruire? Nous détruire? Je ris, un son amer, cristallin. C'est vous qui m'avez détruite, goutte à goutte. Les dîners où j'étais l'invité de Pierre, les anniversaires oubliés, ces vacances où je paie et dors avec les rebuts. Je vous ai donné tout, et vous m'avez pris mon âme. Le chaos s'ensuivit, cris, pleurs, le réceptionniste alerté par le bruit. Henri appela un avocat, les garçons s'enfermèrent dans la chambre, ma mère s'effondra sur une chaise, secouée de hoquet. Je restai là, spectatrice impassible, sentant enfin le poids se lever de mes épaules. Julien m'avait écrit, tout va bien? J'hésitais, puis effaçai le message. Ce n'était pas le moment pour une romance naissante, c'était l'heure de la purge. Nous quittâmes l'hôtel en catastrophe, le ferry pour Porquerolles annulé, l'air chargé d'une tension palpable. Dans la voiture de location payée par moi, ironie suprême, Henri conduisait en silence furieux, ma mère à ses côtés, les yeux rougis. Les garçons, à l'arrière avec moi, me fusillaient du regard. T'es une traîtresse, murmura Lucas. Non, répondis-je calmement. Je suis libre. À la villa louée près de Fréjus, un autre caprice financé par mes économies, l'atmosphère était un volcan en sommeil. Henri passa l'après-midi au téléphone, négociant avec la banque, jurant des promesses qu'il ne tiendrait pas. Ma mère cuisina un dîner maigre, pâte au pesto, évitant mon regard. Les garçons refusèrent de manger, bougonnant dans leur chambre la mienne, désormais solo, Henri ayant insisté pour que je prenne le canapé lit du salon en punition. Seul dans le noir, j'ouvris mon journal, jour 6, les masques tombent. La douleur est visible, palpable. Mais la mienne? Elle s'évapore, remplacée par une paix froide. Je pensais à mon père, à son rire tonitruant lors de nos promenades à Versailles, à sa main protectrice. Tu es forte, Élise. N'oublie jamais. Le lendemain, la riposte d'Henri arriva, il fouilla mes affaires, trouva mon ordinateur, et envoya un email à mon patron à Paris, me dépeignant comme instable, alcoolique. Pour te faire virer, cracha-t-il quand je le confrontai. Ma mère, témoin, ne dit rien. Rien. C'est alors que je contre-attaquai définitivement. J'appelai mon propre avocat, un requin parisien, et lançai une procédure pour récupération des fonds avancés à la famille 8 ans de cadeaux documentés, 20 000 €. Puis, pour ma mère, la lettre, des pages manuscrites, photos jaunies de nous deux, riant sur la plage de Deauville. Tu m'as choisi, puis remplacé. Mais je te pardonne. Pas, si tu le dois. Mais souviens-toi, l'amour n'est pas une dette. Elle la lut en pleurs, la froissant dans son poing. Je t'aime, Élise. Mais Henri. Henri est un poison coupé-jeu. Et tu l'as bu. Les garçons, sentant le vent tourner, tentèrent une alliance maladroite, Théo glissa une note sous ma porte désolé. On était cons. Lucas, plus fier, m'offrit une bière volée. Je refusai poliment. Trop tard. Julien m'invita enfin, et j'acceptai. Une soirée à Cannes, loin de la villa empoisonnée. Nous dînâmes face à la mer, parlant de rêves inachevés. Qu'est-ce qui te retient, demanda-t-il. Rien, plus maintenant, répondis-je, et pour la première fois, je le crus. De retour, le verdict tomba, la banque saisissait les comptes d'Henri. Il hurla, brisa un vase provençal, ma mère le calmait en larmes. Les garçons, perdus, me supplièrent, aide-nous, Élise. Je secouai la tête. Apprenez à payer vos dettes. La vengeance culminait, non en explosion, mais en implosion silencieuse. Ils se détruisaient eux-mêmes, et j'étais le catalyseur. La villa de Fréjus, avec ses murs blanchis à la chaux et ses volets bleus écaillés, devint un mausolée de regrets non dits. Les jours suivants furent une descente aux enfers graduelle, chaque heure érodant un peu plus les fondations de cette famille factice. Henri, acculé par les créanciers, passait ses nuits à arpenter le salon, un verre de whisky à la main, marmonnant des imprécations contre le système, contre moi, contre le destin. T'as tout gâché, Élise, me lança-t-il un matin, les yeux injectés de sang, sa chemise froissée comme son égo. T'étais censée être la gentille fille. La pourvoyeuse. Je pliai une serviette avec précision maniaque,
évitant son regard. J'étais. Mais la gentillesse a un prix, Henri. Et tu l'as dépassé depuis longtemps. Ma mère, qui épluchait des légumes pour un déjeuner frugal, laissa tomber son couteau. Le claquement sur le carrelage résonna comme un point final. Elle se tourna vers nous, le visage ravagé par des nuits blanches. Assez. Arrêtez. On est en vacances, bon sang. Vacances. Le mot sonnait creux, écho d'un rêve avorté. Les garçons, eux, s'étaient murés dans un silence boudeur. Lucas passait ses journées sur son téléphone, postant des stories larmoyantes sur la famille pourrie, taguant des amis absents. Théo, plus sensible, errait dans le jardin Olivier, arrachant des feuilles une à une, ses épaules voûtées comme celles d'un vieillard. Un soir, il frappa à ma porte le salon, mon exil forcé. Élise. Pourquoi tu nouais autant? On t'a rien fait. Je le fis entrer, m'asseyant sur le canapé lit qui puait la solitude. Ce n'est pas de la haine, Théo. C'est de la justice. Vous m'avez traité comme un distributeur automatique, sans jamais demander si j'allais bien. Et votre père? Il a empoisonné tout ça. Il baissa les yeux, tripotant l'ourlet de son t-shirt. Papa dit que t'es folle. Que t'as toujours été jalouse de nous. Je ris doucement, un son triste. Jalouse? De quoi? D'une mère qui m'oublie pour un homme qui la manipule? D'une vie de mensonges? Non, petit frère. Je vous plains. Il partit sans un mot, mais je vis une fissure dans son armure, la graine du doute plantée. Ma propre armure, elle, se renforçait. Julien devint plus qu'un confident, nos rendez-vous à Cannes étaient des bulles d'air pur dans la tourmente. Lors d'un dîner au Carlton, sous les palmiers illuminés, il prit ma main. Raconte-moi tout. Pas les mensonges, la vérité. Et je le fis, l'héritage de mon père dilapidé en cadeaux familiaux, les nuits solitaires à payer des factures pour des gens qui me méprisaient, la chambre partagée comme une métaphore de mon invisibilité. Il écouta, ses yeux bruns emplis d'une empathie sans pitié. Tu n'es pas responsable de leur cupidité. Laisse-les couler. Ces mots étaient un baume, mais la coupure avec ma mère restait ouverte, suintante. Elle tenta une approche un après-midi, alors que je lisais sur la terrasse, un roman de Camus pour ancrer ma révolte dans l'absurde. Élise, ma chérie. Parlons. Elle s'assit, ses mains noueuses marquent des années d'usine avant Henri tremblant légèrement. Je sais que j'ai merdé. Quand ton père est mort, j'étais perdu. Henri m'a sauvé, ou du moins, je le croyais. Mais toi. Tu étais déjà si forte, si partie. Partie? Je posai le livre, la voix calme et tranchante. Tu m'as poussé dehors, maman. Avec tes silences, tes excuses. Henri a besoin de ça, les garçons sont jeunes. Et moi? Qui avait besoin de moi? Des larmes coulèrent sur ses joues, creusant des sillons dans son maquillage fané. Je t'aime. Toujours. Mais j'ai peur. Peur de tout recommencer seul. Alors recommence, dis-je doucement. Avec moi. Laisse-le. Elle secoua la tête, un non muet, définitif. Et en cet instant, je la perdis pour de bon. Pas par colère, mais par acceptation, l'amour maternel, parfois, est une chaîne qu'il faut briser pour respirer. Henri, sentant sa couronne chanceler, tenta une contre-attaque pathétique, il proposa une réconciliation autour d'un barbecue, chair grillée et vin coulant à flot pour noyer les rancunes. Les garçons, affamés, acceptèrent, ma mère, épuisée, suivit. Je déclinai poliment, prétextant un appel professionnel. En réalité, j'appelai mon avocat, accélérai la procédure. Et envoyai la lettre de recouvrement demain. La nuit tomba lourde, chargée d'odeurs de thym et de mer allongée sur le canapé, j'entendis les rires forcés du jardin, les vers qui s'entrechoquaient comme des os fragiles. Puis, un cri, Henri, découvrant l'email de l'avocat sur son téléphone. 20 000 euros. Elle nous attaque en justice? Cette garce. Les garçons hurlèrent en chœur, ma mère sanglota. Je me levai, spectatrice dans l'ombre, et murmurai, adieu. Le matin suivant, je fis mes valises. Pas de scène dramatique, juste une note, je pars. Gardez le reste des vacances. Mais sachez, j'ai payé pour des souvenirs, pas pour des chaînes. Au revoir. Je laissai 1 000 euros en liquide sur la table, un dernier geste de pitié,
ou peut-être de closure. Dans le taxi vers la gare de Cannes, mon téléphone vibra, Julien. Où es-tu? Besoin d'un chauffeur? Je souris, composant, oui. Vers Paris. Vers la vie. Les garçons m'avaient envoyé un message groupé, désolé. Reviens. Henri, un appel manqué. Ma mère, un texto laconique, pardonne-moi. Je ne répondis à aucun. La Provence s'effaçait dans le rétroviseur, ses oliviers tordus comme des témoins muets. Mais la vengeance n'était pas achevée. À Paris, j'attendis les retombées, l'avocat d'Henri négocia, perdant la moitié, les garçons furent suspendus de leurs activités, forcés à une thérapie familiale, ma mère, enfin, demanda le divorce, invoquant des pressions insurmontables. Elle m'appela, voix brisée, tu avais raison. J'ai besoin d'aide. Viens, dis-je simplement. Pas de triomphe, juste une porte entr'ouverte. Paris m'accueillit comme une amante prodigue, ses boulevards haussmanniens bordés de marronniers en fleurs malgré la saison décalée, ses cafés bruissants de conversations anodines. Mon appartement, avec ses grandes fenêtres donnant sur la Seine, semblait plus vaste, plus mien, débarrassé du fantôme de la famille importune. Je repris le travail avec une voracité nouvelle, un projet de rénovation pour un musée du Marais, lignes épurées et espaces libérés, miroir de mon âme reconquise. Julien devint un pilier, nos dîners au pied de Montmartre se muant en promesses chuchotées, ses doigts entrelacés aux miens comme un serment contre l'oubli. Les nouvelles de Provence arrivaient par bribes, comme des échos d'un orage passé. Henri avait vendu sa vieille Peugeot pour éponger une partie des dettes, errant désormais dans un studio exigu à Lyon, son empire domestique réduit à des factures impayées. Il m'envoya un email virulent, « Tu m'as détruit. » Mais Carmaï sa bitch. Je l'archivai sans répondre, le cœur serein. La destruction qu'il déplorait était sa propre, forgée par des années de rapine émotionnelle. Les garçons, eux, traversaient une adolescence tardive, forcée par l'adversité. Lucas, dépouillé de son téléphone et de ses illusions, entama un stage en plomberie ou ironie du sort, réparant ce qu'il avait cassé. Théo, le plus jeune, m'écrivit une lettre manuscrite, mot maladroit sur papier ligné, j'ai compris. T'étais pas méchante. On l'était. Merci de nous avoir forcés à voir. Je la rangeai dans une boîte, avec les photos de mon père, un trésor de leçons apprises dans la douleur. Ma mère fut la plus longue à guérir. Elle quitta Henri dans un tourbillon de papier et de cris étouffés, revenant à Lyon avec un baluchon d'habits et de regrets. Nos premières retrouvailles furent maladroites, un thé dans un salon de thé parisien, ses mains tremblant autour de la tasse. Je suis désolé, Élise. Pour tout. J'ai été faible. Je pris sa main, sentant les veines saillantes comme des rivières asséchées. Faible, oui. Mais humaine. Et maintenant? Maintenant, je recommence. Avec toi, si tu veux. Nous pleurâmes, pas de joie explosive, mais de soulagement cathartique, des larmes salées lavant les plaies s'étend. Elle s'installa dans un petit appartement près du mien, trouva un boulot de couturière reprisant des vies brisées, comme la sienne. Les dimanches devinrent nôtres, marché aux puces, promenade le long du canal Saint-Martin, des silences complices où les mots n'étaient plus nécessaires. Julien, patient, s'intégra doucement. Lors d'un week-end à Giverny, sous les nénuphars de Monet, il me demanda « Es-tu guéri ?» Je cueillis une fleur sauvage, la portant à mes lèvres. Pas guéri. Transformé. La vengeance m'a libéré, mais le pardon me reconstruit. Car oui, il y avait eu pardon. Pas pour Henri, dont les appels rageurs s'espacèrent jusqu'au silence, pas pour les garçons, qui apprenaient à leurs dépens, mais pour moi-même. Pour la Élise qui avait toléré l'intolérable, qui avait confondu générosité avec masochisme. La Provence, avec ses sables brûlants et ses vagues indomptables, avait été mon purgatoire, et Paris, ma résurrection. Un an plus tard, lors d'une exposition de mes designs au centre Pompidou, ma mère vint, fière, un bouquet de lavande à la main au clin d'œil provençal sans amertume. Julien était à mes côtés, et même Théo apparut, timide, avec un dessin maladroit d'une villa futuriste. Pour tes plans, dit-il. Lucas envoya une carte, félicitations, 6. Henri? Une ombre fugace, un appel pour emprunter de l'argent, rejeté d'un nom ferme. La vengeance, finalement, n'était pas destruction, mais restauration, j'avais repris mon pouvoir, fil par fil, jusqu'à tisser une vie nouvelle, tissée de fils solides. Assise sur mon balcon, un verre de rosé à la main, écho ironique des vacances maudites,
je regardais la Seine couler, impassible. La vie, comme la rivière, emporte les toxines, laissant place à la clarté. Et moi, Élise Moreau, j'avais appris à nager contre le courant. Non plus pour les autres, mais pour moi.